Alors bonjour, monsieur Jean-Noël Jeannet, vous êtes président de la 21e édition du Festival international de géographie. J'ai cet honneur, en effet. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po, vous avez été président de Radio France et de Radio France Internationale, secrétaire d'État au commerce extérieur et à la communication, président de la Bibliothèque nationale de France de 2002 à 2007, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et je voudrais commencer par quelques questions sur votre livre. Donc, quand Google défie l'Europe, plaidoyer pour un sursaut. Donc ici, aux éditions Mille et une nuits. Et je voudrais commencer par... Donc, le livre traite de la numérisation par Google d'ouvrages qui sont dans des bibliothèques aussi prestigieuses que celles de Stanford ou de Harvard. C'est vrai qu'a priori, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'on a l'impression que cette numérisation, c'est quelque chose de fabuleux, une grande ouverture, qui va toucher beaucoup plus de personnes. Vous en exprimez un peu les limites, tant au niveau de la francophonie, enfin de la perte de la francophonie, au niveau de l'accès public aussi à ces ouvrages numérisés. Je voudrais que vous reveniez un petit peu sur ces limites que pourrait, de cette numérisation par Google et par le privé, de manière générale. Vous avez raison de marquer d'entrée de jeu que c'est magnifique, cette possibilité désormais d'accès à tous ces livres. Vous savez ce que disait Borges, le très grand écrivain argentin, qui était aussi un éminent bibliothécaire. Il imagine dans un conte qu'il y a une bibliothèque qui contient tous les livres. Et il dit, quand on apprit qu'elle allait exister, ce fut un bonheur extravagant. Il faut commencer par poser ce bonheur extravagant. Mais aussitôt après, se poser des questions sur le risque, là comme ailleurs, comme toujours, dans le domaine culturel, en particulier, le risque du monopole. Il est toujours périlleux que ce soit une seule entreprise, une seule firme, qui puisse avoir la responsabilité sur la planète de numériser les livres. Et lorsque nous l'avons appris, j'étais à l'époque en effet président de la Bibliothèque nationale de France, lorsque nous avons appris l'intention faramineuse de Google, nous nous sommes dit très bien, mais ne laissons pas Google seul s'occuper de cela. Et à côté, il faut construire une bibliothèque européenne qui soit fondée sur d'autres systèmes. Pourquoi ? Parce que si on laisse un monopole fonctionner seul, il y a toujours des dangers. En particulier, ça a été très visible avec Google lorsqu'ils se sont mis à numériser des livres sous droit, sans l'autorisation des éditeurs, sans l'autorisation des auteurs, qu'ils en ont mis en ligne un certain nombre de morceaux. C'était quelque chose comme un brigandage. C'est un brigandage et ça a été tout à fait significatif. D'autre part, si on laisse une seule entreprise fonctionner de la sorte, une entreprise qui vive exclusivement du profit, de la publicité. Google est à Wall Street, en bourse, qui d'autre part est anglo-saxonne et qui par conséquent est portée à organiser l'offre de livres numérisés à la manière qui est la leur. Je n'en fais pas reproche, mais c'est une donnée. Alors ce serait dangereux. D'où ma bataille, en effet, ma bataille pour que en Europe et ailleurs, on puisse constituer d'autres bibliothèques numériques avec d'autres classements, d'autres hiérarchies, etc. Et j'ai été très heureux de voir qu'il y a eu un écho considérable en Europe. On a pu lancer une bibliothèque qui est encore un peu dans les limbes, mais qui va se développer, qui s'appelle Europeana, j'ai choisi le nom moi-même, à partir de racines grecques et latines, oui. Et que d'autre part, tout autour de la planète, beaucoup de gens ont dit, quoi, c'est possible d'organiser la diversité culturelle, comme nous le souhaitons, comme l'UNESCO le prône, etc. Et ce livre, quand je vous le dis, ce n'est pas une vanité d'auteur, c'était une satisfaction de voir que ces thèses touchaient les esprits et les cœurs de beaucoup de gens autour de la planète. Ce livre a été traduit en 15 langues, figurez-vous, en 15 langues. Donc c'est le signe que beaucoup de gens ont dit, ah, peut-être cet effort vaut la peine d'être accompli, et ce sera dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt des médiateurs de la culture, les journalistes, les enseignants, les libraires, les bibliothécaires, et dans l'intérêt du grand public qui aura à sa disposition, je pense à tous les citoyens du monde, la possibilité d'avoir des sources d'informations différentes et à partir de là, de se construire un esprit critique. C'est justement sur ce point que je voulais revenir. Europeana, donc c'est certain, c'est sur le principe aussi d'une coopération renforcée. Et coopération renforcée, donc un certain nombre de pays de l'Union européenne qui se mettraient ensemble pour un tel projet. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit quelque chose qui devienne un petit peu marginalisé petit à petit ? J'ai vu notamment que l'Allemagne et l'Autriche avaient aussi créé des partenariats pour le coup privés avec Google. Vous n'avez pas peur que ça tende à se marginaliser parce que justement la concurrence de Google est très très forte. C'est l'accès le plus facile parce que les gens, la première chose qu'ils font, ils tapent sur Google. Ils vont voir que ça arrive sur ces sources qu'ont mises Google en avant.
Voilà, une question sur cette justement marginalisation de ce projet, par rapport notamment au grand public, qui n'a pas forcément accès à la connaissance de ce site-là, du site Europeana, etc. Vous vous rappelez ce que disait le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, c'est bien plus beau lorsque c'est difficile. Alors c'est vrai que c'est difficile, mais ça n'est pas une raison pour renoncer, c'est politique, c'est politique et tout combat politique est difficile. Mais en même temps, si on décide de rester l'arme au pied, alors évidemment on peut renoncer à tout, on peut décider que ça n'a pas d'importance. Vous savez ce que Tardieu disait du ministre des Affaires étrangères Aristide Briand au début des années 1920, il disait « il fait la politique du chien crevé au fil de l'eau ». La politique du chien crevé au fil de l'eau. Alors on peut effectivement décider que bon, il faut que ça rate, ça ne marchera jamais, on n'a pas les moyens, etc. Ça n'est pas ma conception du monde. Et j'ajoute un point, c'est que laisser la place entière à Google, c'est aussi laisser entièrement le marché organiser la culture dans ce domaine. Or, je suis de ceux, je ne suis pas seul, beaucoup de gens le pensent, qui estiment que le marché en lui-même ne donne pas forcément le meilleur des mondes possibles, au nom de je ne sais quel principe étrange, quelle alchimie étrange. Par conséquent, il faut absolument que l'État s'en mêle, non pas pour un monopole étatique, c'est toujours dangereux, mais pour qu'il y ait un dialogue entre les forces qui se fondent sur le profit et puis ce qui vient d'une certaine conception de l'État qui surplombe le monde du profit. Et j'ai vu aussi que vous parliez d'une coopération civile, c'est-à-dire que des personnes aussi participent à cette numérisation. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être justement un moyen d'appropriation par la population totale, entre guillemets, que justement, si les gens se mettent à numériser, à participer un petit peu à ce projet, davantage envie, qu'il y ait une plus grande communication à travers ce projet européen, vous pensez que ça peut être un moyen ? Je crois que l'État, quand il agit, doit prendre en compte le fait que le génie de la toile, c'est d'être réticulaire, c'est de fonctionner en réseau. Il ne faut pas faire tomber toujours d'en haut des convictions, des actions qui soient en quelque sorte centralisées ou jacobines, certes. Mais néanmoins, je crois que la participation de tous à un projet comme celui-là atteint assez vite ses limites. Parce que ça demande des compétences spécifiques, de numériser, non seulement numériser, mais ensuite d'avoir des critères de hiérarchisation de l'offre, de mise en ligne, d'échange, des techniques qui permettent que tout ça circule. Alors oui, on peut faire appel à l'adhésion et à la contribution des citoyens. Vous savez, c'est la même question qui se pose à propos de Wikipédia. Wikipédia, c'est magnifique parce que c'est un ensemble bénévole, ce sont des dévouements individuels, ça constitue quelque chose comme un ensemble humain autour d'un grand projet, certes. Mais il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient de Wikipédia, on le sait bien, c'est d'abord des erreurs qui sont ensuite corrigées lentement. Et puis, c'est surtout, je ne sais pas si vous m'approuverez à cet égard, mais ça me frappe beaucoup quand je vois Wikipédia, c'est la mise au même niveau de faits de très inégale importance. Or, le danger, bien sûr, de cette espèce de vrac immense qu'offre la toile, c'est de laisser l'intelligence paralysée devant l'ensemble, parce qu'elle n'est pas toujours capable de classer, d'organiser le classement. D'où l'importance du rôle des bibliothécaires, des libraires. Il ne s'agit pas du tout d'imposer, une vérité ou un ensemble d'interprétations du monde, mais il s'agit de le proposer. Vous savez bien qu'on a extrêmement besoin sur la toile, devant la profusion, encore une fois, de ce qui est offert, de validation. Non pas d'exclusion, il ne s'agit pas de faire des remparts contre ce qu'on jugerait n'être pas valide ou ne pas être juste ou pas être pertinent dans l'ordre du beau, du vrai et du juste, non. Que chacun s'exprime, mais qu'on dise au désarroi potentiel des utilisateurs, voilà, je te dis moi que ceci, à mon avis, vaut plus que cela, et puis tu en feras ce que tu voudras. C'est le principe, après tout, du comité de rédaction des revues scientifiques. On en attend ça. Si vous faites un article sur tel sujet de géographie, par exemple, vous pourrez toujours le mettre en ligne et c'est bien ainsi. Mais j'aimerais assez comme utilisateur qu'une revue de géographie me dise « Oui, celui-là, à mon avis, c'est un très bon article et je marque hautement sa validité à mes yeux. » D'où le rôle des comités scientifiques, de comités qui pourraient justement être amenés à jouer cette régulation. Je pensais aussi, vous êtes, justement ça va me permettre une bonne transition pour un nouveau sujet. Il faut toujours soigner ces transitions. C'est ce que je me suis dit aussi. Donc vous êtes aussi président, vous êtes dans le comité scientifique du festival de Blois, donc, parce que vous êtes historien de formation. Oui. Je voulais savoir, c'est vrai et de métier. C'est
c'est vrai que c'est un historien en tant que président du Festival international de géographie. C'est une belle particularité. Et ça nous montre encore le caractère transversal, je pense, de la géographie. Je me demandais justement, qu'est-ce que vous en pensez, la géographie, quel rôle elle a? Par exemple, vous savez que ça existe, vous enseignez dans un institut d'études politiques, ça existe aussi l'enseignement de la géographie. Quel rôle a la géographie en tant que conseil politique, d'une part, et même plus globalement, quel rôle peut avoir la géographie? Pourquoi elle peut intéresser ces citoyens aujourd'hui, par exemple à Saint-Dié, tout le monde? Pourquoi elle peut intéresser tout le monde ici? Je pense que même s'il y a eu parfois des relations un peu difficiles entre l'histoire et la géographie, je pense qu'il y a en profondeur plus d'affinité qu'on ne peut le croire. Et le fait que j'ai été le premier historien à être convié comme président du festival de Saint-Dié-des-Vosges en géographie, c'est pour moi naturellement tout à fait un honneur, mais c'est aussi un signe probablement que ces deux disciplines se rapprochent. Il y a eu un peu un mariage forcé depuis longtemps à l'agrégation et ailleurs dans ce pays. On les obligeait à vivre ensemble et les mariages forcés, ça ne marche pas toujours très bien. Je crois qu'on est en train de revenir à ce qui doit être un mariage de tendresse et pourquoi pas d'amour. Car il y a beaucoup de points communs en effet pour servir notamment les préoccupations civiques, et pour être utile aux uns et aux autres, être utile au fonctionnement de la cité, être utile à la démocratie. On a besoin pour avoir des citoyens qui soient des citoyens agissants et des citoyens efficaces, qu'ils soient capables de hiérarchiser le bombardement des nouvelles qui leur tombent dessus. Il y a deux façons, c'est de les resituer dans le temps et c'est de les restituer et le situer dans l'espace. Le temps, c'est notre affaire, l'espace, c'est l'affaire des géographes. Et peut-être encore ai-je tort de dire l'affaire des uns et l'affaire des autres, car si on y réfléchit, il y a énormément de points communs. On dit parfois que la géographie est statique, mais c'est une discipline qui a à se mêler de tous les mouvements des contemporains, des idées, des marchandises, des hommes. L'immigration, qui est un sujet si important qu'il est actuellement et qui est au cœur d'une possible fidélité au grand principe de 89, fidélité actuellement allègrement violée par nos dirigeants, mais je ne ferai pas de politique à votre micro. Donc les mouvements, géographie c'est aussi la science des mouvements et de même l'histoire c'est aussi la science des pérennités, de ce qui dure, de ce qui rebondit. J'ai la chance de faire une émission à France Culture qui depuis 12 ans qui est consacrée à cette réflexion sur ce qui rebondit dans l'histoire, ce qui est permanent par rapport à la surface linéaire des choses qui évidemment attire surtout l'attention des observateurs et des contemporains. Donc vous voyez qu'à cet égard il y a un point commun et que ça sert la réflexion démocratique. On peut aussi dire la même chose de ce qui est, la défense et l'illustration de la planète. Hein, la planète que si on y prend garde, elle va s'user comme un savon, notre planète, hein, comme un savon qu'on a oublié dans un bain. Et pour ça, l'histoire est indispensable. Elle permet de réfléchir à ce qui est mouvement durable, géologique dans la continuité et puis de voir ce que l'action des hommes peut faire depuis un certain temps et la géographie de la même façon. Donc ces deux sciences sont fondamentales, oui fondamentales pour un certain art de vivre ensemble et on pourrait multiplier les exemples de domaines où on a terriblement besoin de ces deux sciences. Et j'ajoute un dernier point, si vous me laissez encore la parole brièvement, je dirais que ces deux sciences peuvent aussi apporter quelque chose comme un bonheur spécifique. Il y a la vérité, il y a les faits établis, tout ça c'est bien d'accord, mais vous savez, vous ne le répéterez pas, vous savez, il y a aussi une part d'imagination, une part de rêve, il y a les interstices entre les choses avérées qui permet aussi la création de vivre ensemble. Bien sûr, et c'est vrai en histoire, et c'est vrai en géographie. On a besoin en géographie d'interpréter les grands flux de toutes sortes, les interactions. On a besoin par conséquent de restituer de la cohérence en insérant un certain nombre de choses qui sont le fruit d'une imagination bien pensée, bien maîtrisée. C'est la même chose pour l'histoire, Voilà encore un point commun. Ce qui ne veut pas dire que chacun ne reste pas dans son domaine en défendant jalousement sa spécificité. Je vous remercie beaucoup en tout cas et on va conclure sur cette belle phrase de fin, la géographie comme un vecteur d'imagination et de vivre ensemble qui va permettre le vivre ensemble. C'est vraiment une très belle image je pense pour ce festival et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé à cette interview, j'en étais très honoré. C'est moi qui étais content que vous m'interviewiez, merci beaucoup.